Je viens de cueillir des épines de sapin bonnier dans la forêt pour aller me faire une petite tisane. Pour vous qui m'écoutez, cela peut paraître très anodin, voire une tranche de vie insignifiante. Mais pour la communauté de chercheurs, chercheuses, praticiens et praticiennes de Copé Canada, ce pourrait être très pertinent. Pour eux, figurez-vous, la santé est un écosystème. Donc améliorer la santé d'une personne ou d'une communauté passe par l'examen de leur interaction avec leur environnement, la compréhension de leur culture, de leurs valeurs et de nombreux autres paramètres qui rendent compte du mode de vie et du fonctionnement de ces individus. On appelle ça l'éco-santé. Alors je finis ma tisane et je vais m'entretenir avec Jenna Webb, chercheuse et directrice des formations à Copé Canada. Elle va tout vous dire sur cette approche qui, je le prédis, sera une des approches les plus prisées en santé publique dans un futur bien plus proche qu'on ne le croit. On commence maintenant. Le podcast de l'Université dans la nature. Présenté par Emilia Tamko. Tous les jeudis, rejoignez-nous et vibrez avec la science qui nous reconnecte à la nature. Bonjour Jenna. Bonjour Emilia. Écoute, ça me fait tellement plaisir qu'on puisse se retrouver pour faire cette émission sur cette thématique que je ne vais même pas prendre plus de temps d'expliquer parce que je sais que tu vas le faire 10 fois mieux que moi. Et surtout, je suis très heureuse de t'avoir toi comme invitée parce qu'on a eu l'occasion de se côtoyer, mais à distance, puisqu'à l'époque, tu étais pas loin de la forêt amazonienne, même très très près de la forêt amazonienne, et on s'était toujours dit on finirait par avoir des avenues de collaboration, et finalement là, le fait que tu viennes délivrer tes connaissances et tout ce que tu sais par rapport à cette éco-santé, qui à mon avis va beaucoup intéresser ceux qui nous écoutent, et ben, ça me fait vraiment plaisir de t'accueillir, donc merci d'être là. Bien, merci à toi, Emilia. Vraiment, j'ai écouté les autres émissions, puis c'est vraiment un honneur pour moi de t'incluse parmi ces chercheuses-là. C'était vraiment des très bonnes émissions que tu avais faites avec ces deux chercheuses-là. J'ai beaucoup appris. Ah ben c'est gentil comme tout et je sens que là aussi ça va être un puits de savoir dans lequel on va plonger ceux qui nous écoutent. Alors Jenna, je commence toujours par poser une question sur l'invité parce que encore une fois le concept c'est d'avoir des chercheurs mais d'avoir avant tout des êtres humains et toi je t'appelle un être humain féminin avant d'être même une chercheuse, une mère, tout ce que tu veux. C'est très fort chez toi, c'est ce qu'on sent beaucoup quand on te parle. Et donc, j'avais envie que tu puisses un petit peu parler de ton parcours, de ce que tu as étudié, de tes recherches et de nous expliquer après ce qui t'a amené à t'occuper des programmes de Copé Canada. Ah ben merci. Je suis biologiste de formation. J'ai fait un baccalauréat en biologie à McGill. Toujours avec l'intention d'étudier l'environnement. L'environnement, c'est fort important chez moi depuis l'adolescence. Donc, je suis allée faire une maîtrise à l'UQAM en sciences de l'environnement. C'est là où j'ai commencé à faire la recherche. J'avais choisi profil recherche et j'ai commencé mes recherches en Amazonie. Et j'avais l'occasion de travailler avec une chercheuse formidable, Donna Mergler, qui est une femme dévouée à la cause, qui est maintenant retraitée, mais qui continue à travailler sur des projets qui le stimulent puis qui sont vraiment des apports pour le bien-être des communautés. Et donc, j'ai énormément appris de elle. C'était vraiment une inspiration pour moi. Et j'ai continué avec les mêmes recherches en faisant un doctorat en géographie à McGill. Et pendant mon doctorat, j'ai eu l'occasion de commencer à travailler avec les différentes communautés de pratique en écosanté. Donc, une communauté de pratique, c'est essentiellement un groupe de chercheurs, chercheuses et praticiens, praticiennes qui avancent un domaine de recherche ensemble. Donc, ça, c'était mon initiation à ce travail-là. J'ai commencé pendant mon doctorat. Et ça m'a amené à être directrice de programme de Copé Canada depuis maintenant presque 12 ans. D'accord. Écoute, avant qu'on rentre vraiment dans ce qu'est cette approche écosystémique, est-ce que tu peux juste nous dire très rapidement
Parce qu'effectivement, on se rend compte que la nature, c'est quand même au cœur de ta vie. C'est évident qu'en tout cas, il y a un appel de ce côté-là, et puis ton souci au niveau environnemental. Mais est-ce que tu peux nous parler très rapidement donc de toi, ton lien avec la nature? Comment, à quel moment ça s'est développé dans ton histoire personnelle? Bien, je me souviens être adolescente et de commencer à me préoccuper par l'environnement autour de l'âge de 13 ans. J'ai souvent me posé la question d'où ça venait parce que mes parents sont pas des amateurs de la nature tant que ça. Et je pense que ma voie vers l'environnement, ça vient vraiment de l'empathie, puisque chez nous, on se préoccupait toujours de la politique, de qu'est-ce qui se passait dans les nouvelles, du bien-être des gens chez nous, mais aussi par ailleurs au monde. Et ça, c'était très, très présent dans ma maison. Et je pense que c'était cette préoccupation pour l'autrui qui m'a amenée à se préoccuper pour l'environnement et éventuellement avoir les liens entre l'environnement et le bien-être des populations. Ah d'accord, ça fait du sens, effectivement. Et toi, comment est-ce que toi, tu vis ta connexion avec la nature? Comment tu vis ça au quotidien? Ben, je dirais que peut-être il y a deux façons que je vis ça de quotidien. Une, c'est dans la gestion de notre foyer, dans nos achats, dans nos comportements d'utilisation d'électricité, fermer la lumière. Ça, c'est très présent chez nous. J'essaie d'enseigner ça à mes enfants, mais ça passe aussi par avoir une appartenance à la terre. Et ça, pour moi, ça vient en sortant dans la nature. Fait que nous sommes chanceuses de vivre dans un quartier où il y a encore de la nature. Et juste au bout de notre rue, il y a une petite boisée, une boisée d'érable qui inonde chaque printemps avec le montée de la rivière Mille-Îles. Et donc, j'ai toujours essayé d'amener mes enfants à cette petite boisée-là régulièrement, c'est-à-dire au moins une fois par semaine pour qu'ils voient les changements selon les saisons, mais qui se sentent vraiment, qui font partie de cet environnement-là, qui fassent des souvenirs de quand ils étaient plus jeunes, puis qu'on a joué aux dinosaures, ou qu'on a créé une œuvre d'art, ou qu'on a collectionné des glands, ou quoi que ce soit. Je voulais vraiment qu'ils aient une appartenance à un petit lopin de terre, puis à partir de ça, leur préoccupation pour la nature, ça peut grandir dans une terre fertile. Dis-moi, quand tu étais en Amazonie donc, et que tu as découvert cette approche éco-santé, sur quelle recherche déjà toi tu travaillais en tant que doctorante? Ben, ça a commencé en fait à la maîtrise. Donna faisait déjà presque une décennie d'études au Brésil sur le mercure et les impacts du mercure sur les populations qui utilisaient surtout le mercure dans leur paillage. Mais donc, pendant leurs études, ils ont découvert que c'était pas juste les travailleurs qui faisaient l'exploitation de l'or qui avaient une exposition au mercure. Ces travailleurs-là utilisent le mercure pour extraire l'or parce que l'or a la faculté à adhérer au mercure. Mais le point d'évaporation du mercure est plus bas, fait qu'après, ils peuvent brûler l'amalgame, le mercure évapore et il reste avec juste l'or. Mais ils ont découvert que d'autres communautés qui participaient pas dans leur paillage avaient aussi des hauts niveaux de mercure dans leur sang, dans leur urine ou dans leurs cheveux. C'est les mesures qu'on prend pour étudier les niveaux de mercure. Okay. Et donc, ils sont allés explorer ce serait quoi la source parce que ça ne s'expliquait pas par leur paillage. Et donc, ils ont découvert que les sols en Amazonie sont très riches en mercure. C'est une mercure naturelle qui vient des milliers d'années d'accumulation de mercure qui sont évacuées des éruptions volcaniques dans les Andes.
Et donc maintenant, avec les hauts taux de déboisement dans l'Amazonie, ces sols-là se retrouvaient dans l'eau. Donc, quand que le mercure existe dans un milieu terrestre, c'est dans sa forme inorganique et ça circule entre les sols et les arbres dans un état plutôt inerte. Mais quand que les sols rentrent dans l'eau, ils amènent le mercure avec lui dans les pluies, les fortes pluies qu'ils ont en Amazonie. Et dans l'eau, il y a une bactérie qui convertit le mercure dans une forme organique. Donc, c'est plus ou moins un processus de mettre une molécule de carbone sur le mercure. Ça fait en sorte que les organismes reconnaissent cette molécule maintenant organique comme quelque chose de potentiellement utile. Donc, les humains ou d'autres animaux comme les poissons vont manger cette mercure-là, peut-être ou le boire, et ils vont le emmagasiner dans une partie de leur corps pour une utilisation plus tard. Mais le mercure, ça peut endommager différents systèmes dans le corps, entre autres le cerveau, le système neurologique. Donc, les chercheurs au Brésil voulaient savoir si plus proche aux Andes, il y avait des plus hautes teneurs de mercure. Et donc, moi, étant étudiante à la maîtrise, ça m'intéressait beaucoup. Et donc, j'ai commencé un projet regardant les niveaux de mercure dans les communautés et les poissons en Amazonie équatorienne, qui est vraiment collé sur les Andes. Et un autre étudiant allait étudier les niveaux de mercure dans les sols. Et cet autre étudiant est maintenant mon mari. Vous êtes mariés, c'est génial. Et donc tu fais cette maîtrise-là et tu apprends la manière dont on peut traiter ce genre de problématique, ou en tout cas faire ce genre de recherche avec une approche écosystémique de la santé. Et c'est ça que tu ramènes ça, en tout cas tu finis par continuer à t'intéresser à ça et à essayer de poursuivre en fait et d'augmenter tes connaissances là-dessus au Canada. Oui, exactement. Un des principes de l'écosanté, c'est la participation. La première étude que j'ai faite, la question de recherche est née des études précédentes où notre équipe avait étudié notre profil de mercure. Moi, je suis allée en Équateur étudier ça pour la première fois. Les résultats étaient intéressants, mais parfois, la réaction des personnes avec qui je parlais, ils étaient curieux pourquoi j'étudiais le déboisement, parce qu'en Amazonie équatorienne, il y a beaucoup d'exploitation pétrolière et beaucoup de contamination. On appelle ça le Tchernobyl de l'Amazonie. Donc, il y a vraiment, vraiment beaucoup de déversements depuis les années 70 qui n'ont jamais été nettoyés. Et donc, ça m'a amené à mon projet de doctorat en écoutant les préoccupations des communautés. Je suis allée continuer dans le même domaine, mais en regardant le potentiel apport du pétrole au niveau de mercure dans l'écosystème. Fait que maintenant, on parlait plus du tout d'orpaillage parce qu'il n'y en a pas en Équateur qui utilise le mercure en tout cas, mais du déboisement et des déversements du pétrole pour essayer de décortiquer si le mercure venait de ces deux sources-là et si ça posait un problème pour les personnes qui mangent le poisson. Alors maintenant, le grand moment, explique-nous ce qu'est l'éco-santé. Parle-nous des fondements, parce que j'aimerais savoir comment, en fait, ou pourquoi il a fallu développer une approche comme celle-là. Mais déjà, explique-nous un peu, ça tient sur quoi, les piliers, etc. Oui, bien, je dirais que c'est en fait une approche très, très vieux. Je dirais que pour la science, c'est peut-être nouveau, mais les êtres humains ont toujours su que notre santé dépend de la santé de l'environnement. Mais si je parle plus récemment des courants d'éco-santé en tant que tels dans la science occidentale, on peut parler d'une première utilisation du terme approche écosystémique dans les années 70. C'était dans le cadre de la Convention canado-américaine sur les Grands Lacs. À cette époque-là, on parlait surtout de la santé des écosystèmes.
Puis là, dans les années 90, le CRDI, qui est le Centre de recherche en développement international du Canada, a commencé un programme qui s'appelle EcoSanté. OK. Et ils ont financé plusieurs projets de recherche en utilisant cette approche-là, qui essayait de systématiser des méthodes pour étudier les relations entre la santé et les écosystèmes. Et par écosystème, est-ce que tu peux dire par écosystème, on entend quoi exactement? Est-ce qu'on parle vraiment de l'environnement, du milieu naturel ou on parle d'autre chose encore? Mais ça peut être un environnement naturel, ça peut être aussi un environnement battu. On va souvent avoir des études qui regardent la relation entre la santé des populations et les villes, par exemple, comment que la ville est aménagée. Ça peut être aussi un milieu de travail. Donc, ça peut être la santé des travailleurs en relation au milieu de travail, la façon dans laquelle leur milieu, leur usine peut-être est construite, l'exposition aux contaminants qu'ils utilisent dans leur travail. Donc, c'est une conception d'environnement très large. D'accord, je comprends. Super. Alors, je te laisse poursuivre. Après, le CRDI poursuit en appuyant des communautés de pratique qui sont essentiellement des groupes de chercheurs qui utilisent les mêmes méthodologies et qui veulent avancer ces approches-là. Et donc, il y avait des communautés de pratique en Amérique latine et éventuellement au Canada. Et c'est avec la communauté de pratique canadienne en approche écosystémique de la santé que je travaille en ce moment et avec lequel j'ai travaillé depuis 12 ans maintenant. Ah, d'accord. Oui, parce que ce que j'entends en fait, mais j'aimerais d'ailleurs que tu approfondisses quelques instants sur les principes, sur les piliers pour qu'on comprenne vraiment bien comment est-ce qu'on part d'un individu et de sa santé et on arrive à définir les volets qu'il faut regarder, qu'il faut observer ou qu'il faut comprendre pour arriver à augmenter finalement la qualité de la santé. Donc ça, c'est un premier volet, d'ailleurs auquel je vais te laisser répondre, pardon, et après je te poserai ma deuxième question parce que des questions, j'en ai plein, Gina. Alors, vas-y, parle-nous des piliers. Oui. Donc, mais premièrement, l'écosanté n'est pas un paradigme, c'est pas une recette. Donc, ces piliers-là sont des tendances ou des orientations, on peut dire. Des fois, on parle des patrons. Donc, les chercheurs ont trouvé ça utile de regrouper les méthodologies dans ces 6 piliers-là. Il n'y a pas une ordre, je vais commencer par complexité. Donc, ça, c'est un principe qui nous encourage de regarder tous les différents aspects qui peuvent influencer la santé, soit d'un écosystème ou d'une population ou d'un individu. Donc, il faut comprendre qu'il y a non seulement les aspects médicaux, mais aussi les aspects sociaux, la pauvreté, l'économie, la politique et aussi les aspects environnementaux. Donc, en autant possible, on essaie de au moins nommer et exposer ces différentes influences sur notre santé. Certaines études vont pousser cette idée de complexité vraiment loin en utilisant des méthodologies informatiques pour tout comprendre les différents aspects. Ou sinon, on peut au moins avoir une idée que la santé est toujours quelque chose de complexe. Un autre principe, c'est la transdisciplinarité. Donc, souvent, on va étudier quelque chose à partir de notre discipline. Et si on prend le mot transdisciplinarité, ça veut dire d'aller au-delà des disciplines. Fait que c'est non seulement travailler avec des chercheurs de plusieurs disciplines, mais d'aller chercher d'autres types d'informations. Donc, ça peut être les connaissances traditionnelles, peut-être si on travaille avec une communauté autochtone ou locale, d'aller chercher des personnes qui travaillent à longue date avec l'agriculture, par exemple, et les intégrer dans le projet de recherche pour
pour comprendre leurs connaissances traditionnelles. Ça peut être aussi les arts, ça peut être la communication. Donc, c'est oui. d'aller au-delà. Donc, on part du principe que c'est large, voilà, que la santé, c'est quelque chose qui implique des gens qui ne sont pas juste focalisés sur l'aspect purement physiologique ou purement psychologique. Ça va au-delà de ça. On va aller chercher d'autres types de savoirs pour compléter. Exactement. Donc, si tu veux, on peut voir comment ces deux principes-là sont imbriqués. Si on veut aller comprendre la complexité, bien, ça va prendre des personnes avec plusieurs bases philosophiques ou disciplinaires pour vraiment comprendre cette complexité. On parle aussi de l'équité sociale et de genre. Donc, ce principe-là nous invite de reconnaître l'influence que le genre ou le sexe peut avoir sur notre santé et surtout en relation avec nos relations avec l'environnement, peut-être notre exposition à certains contaminants ou le temps qu'on passe dehors, ça va être souvent différent selon le genre et la culture. Ah ouais. Ah, on prend le genre et la culture aussi. Oui, c'est équité sociale et de genre. Et on ressort genre parce que c'est une partie de la société, mais on le ressort parce que c'est souvent oublié. Donc, au lieu de juste dire équité sociale, qui techniquement inclut le genre, on le ressort pour s'assurer que les gens n'oublient pas. Donc, il y a vraiment des spécificités en fonction du fait d'être une femme ou d'être un homme au niveau de la santé. Souvent. Ça dépend de l'enjeu, mais vraiment, souvent, on va voir des différences au niveau de la perception, au niveau du traitement ou de l'exposition selon le genre. D'accord, oui. C'est super intéressant. Un autre des principes, c'est la durabilité. Donc, celle-là aussi, on le ressort parce que c'est l'éco-santé. Donc, le but ultime de ce champ d'études, c'est d'améliorer les conditions environnementales pour améliorer la santé des gens. Donc, tout ce qu'on fait, il faut que ça soit durable, il faut que ça soit pour améliorer vraiment les milieux dans lesquels on vit. Un autre des principes, c'est la participation. Donc, on va toujours faire ces études-là avec la participation de plusieurs différents groupes. Souvent, ça va être la communauté, ça peut être des décideurs politiques, ça peut être avec des personnes en communication ou en éducation. C'est vraiment selon l'étude. Mais on va aller chercher le plus de voix possible et ça dès le début du projet. Donc, idéalement, les personnes qui sont impliquées dans le projet sont vraiment celles qui vont utiliser les résultats ou profiter des résultats de cette étude-là. Et ils devraient être là dès le début pour définir les questions, la méthodologie et participer dans toutes les étapes de la recherche. On dirait quelque chose de très démocratique quelque part, oui. En termes de... C'est ça, on cherche à vraiment faire ressortir les voix de tous ceux qui pourraient avoir un avis intéressant à donner sur la problématique de santé à laquelle vous vous intéressez. Je trouve ça vraiment génial. Oui, c'est démocratique comme processus et en faisant cette approche-là, on améliore aussi les chances que les résultats vont être utilisés, qui m'amène à la dernière principe, qui est recherche à l'action ou connaissance à l'action. Et c'est vraiment une intention que ce qu'on produit soit utilisé. Donc, ça commence dès le début en consultant avec les communautés ou les décideurs, qui que soit, pour s'assurer que notre question de recherche est pertinente. Ça, c'est déjà un début, mais en s'assurant tout au long du processus qu'on est en train de produire des résultats qui vont être utilisables à la fin. Et donc aussi, à la fin, faisant en sorte que nos résultats sont accessibles. C'est-à-dire...
Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par accessible? Mais, Accessible par qui? ça dépend qui est impliqué dans le processus, mais si c'est pour des décideurs, il ne faut pas que ça soit dans un langage trop scientifique, il faut que ça soit axé sur les actions qui puissent entreprendre à leur niveau de gouvernement. Si c'est pour les communautés, il faut savoir est-ce que les communautés sont analphabètes ou si c'est le cas, il ne faut pas que ça soit quelque chose par l'écrit. Il faut utiliser d'autres moyens, un atelier, une vidéo, une pièce de théâtre. Et donc, c'est vraiment orientant les résultats vers l'audience qu'on souhaite. Et est-ce que tu peux justement nous donner un exemple concret d'un travail que tu as mené ou que ton équipe, la communauté de pratique a mené? En tout cas, qui nous permettrait, nous, de comprendre sur quoi vous avez travaillé et comment ça s'est ensuite imprégné dans le milieu sur lequel vous travaillez. Oui, mais j'aimerais aborder le travail de mon collègue Audrey Simon, qui a co-enseigné le groupe à l'UQAM cette année pour notre cours hybride. Elle travaille avec plusieurs chercheurs et chercheuses dans le nord du Québec avec les Inuits pour comprendre la relation entre les communautés et les chiens. Parce qu'il y a une relation forte et positive entre les Inuits et leurs chiens, mais il y a aussi des risques de morsure et de rabiat. Donc, ils ont constaté que plusieurs des interventions menées par la santé publique par le passé n'ont pas fonctionné à réduire le niveau de morsure et de rabiat. Et donc, ils ont commencé une étude selon l'approche écosystémique pour vraiment comprendre la relation entre les Inuits et leurs chiens. Et tout ça dans le but d'orienter leur solution vers quelque chose qui allait être accueilli et apprécié par les Inuits même. Et donc, ils ont appris que les chiens sont parfois considérés comme des véritables membres de la communauté. Ils sont laissés libres, ils ont leur autonomie et des noms. Ils sont très respectés parmi les communautés inuites. Et dans les années 50 et 60, le gouvernement avait une approche très radicale où ils ont mis un règlement que les chiens fallait être attachés en tout temps et sinon, ils abattaient les chiens. Et ça a causé un traumatisme chez certaines communautés des Inuits parce qu'ils considéraient les chiens comme des membres de la famille. Et donc, c'est un traumatisme d'avoir des règlements si sévères qui mènent même aux morts de leurs chiens. Et donc, par la suite, il y avait beaucoup de réticence à d'autres mesures à cause de ce traumatisme-là. Donc, ils ont aussi appris que les chiens qui sont attachés sont pas aussi socialisés que d'autres chiens. Donc, ça peut parfois augmenter les risques de morsure parce que les chiens sont agressifs. Donc, cette politique-là d'attacher toujours les chiens peut avoir l'effet inverse quand ils sont laissés lousses ou quand une main vient trop proche aux chiens, ils peuvent être encore plus agressifs que s'ils étaient laissés sans laisse ou sans être attachés. Donc, c'est un exemple de quelle méthodologie, quelle attitude qu'on devrait avoir quand on veut vraiment arriver à des solutions qui vont main à main avec les valeurs ou les coutumes, les habitudes de le milieu dans lequel on travaille. Est-ce que tu peux me dire qui étaient donc dans ce cas précis, qui étaient les intervenants autour de la table? Qui est-ce qu'on a amené pour discuter
pour comprendre déjà la communauté inuite et pour voir comment arriver à enlever cette résistance et à aménager en fait ces règlements pour qu'ils soient beaucoup plus adaptés à leur culture. Mm-hmm. Mais dans cette étude en particulier, ils ont travaillé dans une communauté en Nunavik et ils ont fait des entrevues avec une soixantaine de personnes dans la communauté. Donc, les femmes, les hommes, des plus jeunes, les aînés. Le moyenne, c'était des familles qui avaient un chien, mais il y avait aussi des propriétaires de traîneaux, donc des familles qui avaient jusqu'à 13 chiens. Donc, ils sont allés chercher vraiment un éventail de perspectives, mais au sein même de la communauté. Donc, des personnes qui comprennent vraiment la réalité des familles inuites et des chiens, qu'est-ce qu'ils vivent au jour le jour, qu'est-ce qui est réaliste, qu'est-ce qui est souhaitable, qu'est-ce qui est acceptable pour eux en termes d'action ou de solution. C'est intéressant comme tout. Écoute, tu sais, moi quand je t'entends, comme tu connais un peu notre travail avec l'Université dans la nature et que notre but c'est vraiment de pouvoir reconnecter ou connecter plus fort les gens avec la nature, mais je me rends compte qu'il faut aussi arriver à comprendre quel est leur lien avec la nature pour pouvoir amener des outils qui soient efficaces pour que ceux qui ont un peu de réticence, ils y aillent et que ceux qui, en fait, ont peut-être des obstacles à connecter davantage, on puisse comprendre, en fait, d'où ils viennent pour encourager tout ça. Mm-hmm. Qu'est-ce que cette approche écosystémique de la santé peut nous apprendre sur les raisons pour lesquelles les gens ont un lien moins fort avec la nature, sachant que la nature est excellente, en tout cas il y a des bienfaits énormes pour la santé. Est-ce que toi tu as déjà pu voir, à travers toutes les recherches que tu as menées, quelque chose qui pourrait indiquer, qui pourrait nous expliquer un peu pourquoi on en est là en termes de connexion? Mais moi, une réponse vite comme ça, je dirais que beaucoup passent par l'accessibilité. Donc, c'est pas tout le monde qui a accès à des milieux naturels. Si on pense à des villes et des quartiers plus pauvres, souvent on va avoir moins de parcs. Peut-être on va avoir des petits parcs, mais on va pas avoir des grands espaces verts avec une boisée. Donc, je dirais que premièrement, notre connexion à l'environnement, ça commence avec une accessibilité. Ça peut venir aussi par l'éducation plus formelle ou informelle, des documentaires, des livres qu'on lit. Des personnes dans notre entourage qui nous influencent. On est hautement influençable comme espèce. Donc, je dirais que les liens à l'environnement sont très fluides et naturels, si tu veux. C'est pas quelque chose qu'on apprend tant que ça dans une éducation formelle, mais ça passe beaucoup plus par l'expérience de la nature. Au niveau des problématiques de santé qu'il y a au Canada, quelles sont les grosses problématiques qui peuvent être d'ailleurs traitées avec cette approche? Tu as déjà constaté que l'écosanté, c'est très large, c'est divers. On a des gens qui regardent l'impact de l'accès à la nature sur le bien-être des humains. Donc, l'amélioration des différentes mesures de la santé mentale en soyant en contact avec la nature. Ça serait un lien positif. Il y a aussi des études qui regardent des liens négatifs. Donc, une exposition à un contaminant, par exemple, comme les études sur le mercure. Ça se passe pas seulement au Brésil et en Amazonie, mais il y avait des longues années d'études sur le mercure. En fait, ça a commencé au Québec quand ils ont fait les grands barrages dans le nord. Ah, okay. Les peuples, les Cris qui vivaient dans ce coin-là, c'est des grands pêcheurs. Ils ont toujours pêché et mangé beaucoup de poissons.
Et après la construction des barrages, ils ont constaté une augmentation dans les taux de mercure chez les gens. Et c'est en ce moment-là qu'ils ont, pour la première fois, compris qu'il y a du mercure dans les sols et que cette mercure-là, quand que le barrage a inondé des nouveaux territoires, ça a fait une augmentation de mercure dans les barrages et ça a rentré dans la chaîne alimentaire, dans les poissons, finalement, jusqu'aux cris qui mangeaient ces poissons-là. Cette mercure-là n'est pas d'origine naturelle, ou en tout cas, la plupart vient des dernières années de la révolution industrielle dans les Grands Lacs. Donc, toutes les usines qui produisaient des autos et avant ça, le fer et tout ça, les émissions de ces usines-là montent dans l'air, puis les courants d'air les amènent vers le nord et l'est. Fait que ça allait naturellement des Grands Lacs et disposé dans les sols du nord du Québec. Et donc, ça, la voie négative, la relation négative entre la santé des humains et l'environnement est aussi une champ d'études, mais il y a aussi l'impact négatif des humains sur la santé des écosystèmes. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'interactions et de relations entre les écosystèmes et la santé ou les comportements des humains. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en 2020, cette sacrée année, où est-ce qu'on se situe par rapport à cette approche qui m'a l'air extrêmement efficace quand même, parce que je ne sais pas quel est le taux entre guillemets de réussite d'implantation de ces nouvelles pratiques quand vous avez travaillé sur ces différentes recherches, mais ça m'a l'air vraiment profondément efficace puisque on met l'humain et on met la communauté, les valeurs de la communauté au centre et comme point de départ pour pouvoir régler certaines problématiques. Donc, je te lance cette question. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec ça? Est-ce que ça va vers le fait de se répandre ou pas du tout? Bien, j'espère qu'on n'est qu'au début parce qu'il reste beaucoup d'enjeux environnementaux à régler. Puis ça va prendre beaucoup de têtes fortes autour de la table pour résoudre ces problèmes-là. Donc, j'espère voir une prolifération de travail en éco-santé. Et je pense que c'est probablement ce qui est en train de se passer parce que actuellement, on vit une prolifération d'approches aussi. Donc, nous, on appelle ça l'éco-santé, mais il y a aussi une branche, si on veut, qui s'appelle One Health, une santé, qui regarde plus précisément la relation entre les animaux, l'environnement et les humains. Donc, on sait maintenant que la COVID, c'est une zoonose, c'est un virus qui a son origine dans un animal sauvage qui a sauté à un animal domestiqué et par la suite aux humains. Donc, cette branche-là, One Health, une santé, se spécialise en regardant ces relations-là entre environnement animal et humain. On a aussi une nouvelle sous-discipline qui s'appelle Planetary Health. C'est tout nouveau, ça fait peut-être 2-3 ans. Ça semble être surtout populaire chez les médecins. Donc, maintenant, on a de plus en plus de médecins qui ont leur propre pratique, qui soignent des patients, qui s'intéressent à la relation entre l'environnement et la santé. Et on a même maintenant en Angleterre des médecins qui peuvent prescrire du temps dans la nature. Donc, j'espère que cette approche-là, que ça soit appelé Planetary Health, Eco-Santé, One Health, en tout cas une approche qui reconnaît l'importance de l'environnement pour notre santé, est en train de connaître une renaissance, si on veut. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de savoir quand est-ce que ça va atterrir au ministère de la Santé, par exemple. Quand est-ce que, voilà, le ministre de la Santé, ici, que ce soit au fédéral ou que ce soit au provincial, va reconnaître que c'est comme ça maintenant qu'on va envisager la santé des Canadiens. Mais dans
les différentes divisions de la santé publique, que ce soit provinciale ou municipale, par exemple, le DSP, il y avait toujours des divisions qui regardaient les liens entre l'environnement et la santé, surtout quand on parle de la municipalité, des personnes qui regardent l'environnement bâti et la santé, l'influence des villes sur notre santé. C'est sûr que maintenant, on est en situation de crise et les personnes en santé publique sont en train de réagir. L'éco-santé, si on prenait vraiment une approche d'éco-santé, ça serait beaucoup plus dans la prévention. Donc, si on sait que détruire la nature et réduire les niveaux de biodiversité augmente les chances qu'un virus va sauter d'une population sauvage jusqu'à des animaux domestiqués et les humains. Donc, il faut arrêter de couper les forêts. Ça serait une approche éco-santé. C'est beaucoup plus basé sur la prévention. Actuellement, en 2020, on est vraiment en train de réagir. C'est une approche réactionnaire, mais j'espère qu'après cette crise-là, on va avoir appris qu'il faut vraiment travailler plus en amont. Il faut protéger nos environnements, nos écosystèmes pour prévenir des problèmes de santé qui pourraient émerger après. Donc, tu nous dis, Jenna, si je comprends bien, que l'approche éco-santé est quand même assez émergente et qu'en 2020, les pouvoirs publics vont à la limite l'utiliser comme une approche préventive. Donc, moi, ma question, ce serait, qu'en est-il du fait d'utiliser, de considérer la nature comme un outil de santé publique, que ce soit au niveau préventif, mais que ce soit au niveau du soin aussi? Est-ce que là aussi, on est très, très loin de cette idée dans la tête des décisionnaires dans les ministères de santé? Bien, je dirais que ça ne va pas venir de soi-même. Je pense que si on va voir des changements post-COVID, ça va être à cause de la pression qu'on met sur les décideurs, nous tous, soit le public qui peut réclamer un meilleur accès à la nature. On a eu des graves problèmes pendant le pire de la pandémie avec des quartiers entiers qui ne pouvaient pas sortir de chez eux. C'est inacceptable. Tous ces quartiers-là, toutes ces populations devraient avoir accès à un parc à la nature. Donc, on peut avoir une pression du public. On peut avoir aussi une pression des différents professionnels qui peuvent amener leur recherche et leur pratique en évidence de les bienfayances de la nature pour la santé et le bien-être des personnes. Malheureusement, je ne pense pas que ça va venir toute seule. Je pense que ça serait suite à une pression que les gouvernements pourront changer leur pratique en offrant plus d'occasions pour être dans la nature, soit dans les écoles, dans des milieux thérapeutiques ou autres. Et là, justement, à ce sujet, penses-tu que les scientifiques ont un vrai rôle à jouer pour mettre cette pression au niveau des pouvoirs publics? On a vu durant la pandémie des médecins qui s'élevaient contre certaines décisions prises par les pouvoirs publics. Est-ce que tu penses justement que ça fait partie de ce qui va changer après Covid, de voir plus de chercheurs qui vont sortir de leur devoir de réserve? Voilà. Bien, j'espère bien parce que oui, effectivement, c'est notre devoir de contribuer à la société, à que la société fonctionne bien puis que toutes les personnes aient accès à une bonne santé, un beau milieu de vie. Donc, j'espère bien que de plus en plus de scientifiques vont voir leur rôle plus activiste, plus revendicateurs. On a chacun nos domaines d'expertise et on peut chacun contribuer à améliorer la société, que ce soit en économie, en architecture, en médecine, en chimie, en physique. Chacun de ces domaines-là a quelque chose à apporter vers une relance verte et juste, qui est vraiment ce qu'il faut faire après cette crise de COVID.
Et toi, tu penses que la manière dont les chercheurs peuvent manifester cette entre guillemets, pression, mais en tout cas faire valoir leur point de vue auprès des ministres, ça se manifesterait sous quelle forme? Est-ce que ce sont des lettres ouvertes? Est-ce que ce sont je sais pas, ou c'est de la vulgarisation aussi, de faire en sorte que plus de gens comprennent les connaissances qu'on a pu accumuler? Comment est-ce que toi, tu vois ça concrètement? Je vois la force des scientifiques, c'est notre engagement vers les faits. Et donc, je pense qu'il faut rester très proche aux faits, aux résultats, à la recherche. Je pense que ça peut passer par plusieurs voies. Oui, il faut absolument vulgariser ce que nous produisons comme résultat. Il ne faut pas que ça reste hermétique dans des journaux scientifiques, dans un langage qui est inaccessible pour la population ni les décideurs. Il faut faire cette étape supplémentaire de rendre nos résultats accessibles, que ce soit dans des blogs ou dans des ateliers, dans des documentaires. Il faut aussi commencer à être plus confortable avec un rôle activiste, c'est-à-dire il faut qu'on participe dans la société, dans les prises de décision. Par exemple, maintenant, il y a une BAP pour le GNL, qui est une usine qui propose construire dans la région de Saguenay. Et c'est le devoir des scientifiques qui ont une expertise qui touche cet enjeu-là de participer dans ce processus-là. Donc, une BAP, c'est une consultation du public sur l'acceptabilité de différents projets. Donc, tous nous autres qui ont quelque chose à ajouter, c'est notre devoir de participer en écrivant une mémoire ou en assistant des séances. Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Et d'ailleurs, j'en profite pour le dire à nos chers auditeurs que Jenna écrit. Elle ne se contente pas de dire il faut que les scientifiques soient des activistes. Elle est activiste. J'ai eu l'opportunité de lire plusieurs de ses prises de position, que ce soit par rapport aux femmes et à certains impacts environnementaux sur des communautés de femmes. J'ai aussi lu ce qu'elle dit par rapport justement un super bon article justement sur la manière dont la perte de la biodiversité entraîne, en tout cas propage les virus comme celui auquel on est en train de faire face en ce moment. Donc, je vous invite, de toute façon, je vais mettre des liens sur la page du podcast pour que vous puissiez lire certains articles de Jenna qui sont fort intéressants et on va de toute façon rester en lien. Donc, moi, je feederai cette page avec des nouvelles prises de position de Jenna avec le temps. Et je me disais, l'éco-santé, ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'il y a quand même une très forte dimension de communication et le fait d'amener des parties prenantes qui soient si diverses et qui soient issues de la société civile, ça permet cette vulgarisation finalement parce qu'eux participent à la résolution d'un problème sur la santé. Donc, ils vont prendre connaissance des différents facteurs qui font qu'on n'est pas dans un processus fluide au niveau de la santé. Donc, est-ce que tu dirais aussi donc, que cette approche écosystémique, c'est aussi une approche qui fait du bien pour la société parce qu'elle permet de justement faire passer des connaissances de l'autre côté, en fait, dans la société civile. Mm-hmm. Mais par son emphase sur la participation et la recherche, les connaissances, on parle aussi de la traduction des connaissances intégrées. Donc, ça, c'est un processus où les apprentissages vont dans les deux sens. Et donc, quand j'ai parlé d'aller chercher différents types de connaissances avec une approche transdisciplinaire, bien, ces aînés-là vont être en train de nous apprendre sur leur façon de faire dans leur environnement, mais en travaillant avec nous, ils vont être en train d'apprendre aussi sur certains concepts de santé publique. C'est juste un exemple. Donc, on parle vraiment d'un processus d'échange de connaissances qui est très fluide et qui commence dès le début du processus jusqu'à la fin. Donc, il y a peut-être une plus petite équipe transdisciplinaire qui participe dans toutes les étapes de la recherche et où il y a un partage de connaissances dans tous les sens.
Et idéalement, il y aura aussi à plusieurs moments des occasions pour un public plus large à prendre connaissance de la recherche et tous les différents points de vue et connaissances qui sont véhiculés dans ce projet de recherche. Donc oui, il y a beaucoup d'occasions pour des échanges de connaissances dans cette approche-là. D'accord. Et donc, comme c'est une approche, ça peut s'appliquer à des problématiques complètement différentes. Oui. Au niveau de la santé. Oui, tout à fait. Au niveau de la psychologie, ça peut s'appliquer à pas mal de disciplines finalement. Oui, tout à fait. On peut trouver différentes méthodes pour engager les communautés, différentes activités, différents ateliers, différentes procédures. Il y a toute une panoplie de méthodes et on peut apprendre sur ces méthodes-là et choisir celle qui convient le plus à notre contexte, mais tout dans l'objectif d'avoir le plus d'échanges de connaissances possible. Et d'ailleurs, en parlant d'augmenter les connaissances, je sais qu'il y a une très forte collaboration internationale de Copé Canada avec d'autres organisations qui ont cette approche éco-santé. Tu peux nous en parler un petit peu, comment vous fonctionnez à l'international? Oui, bien, au début, le CRDI a financé plusieurs différents groupes à travers le monde qui travaillent en éco-santé. On a collaboré avec plusieurs, mais je vais parler plutôt d'une collaboration une collaboration formelle qui a duré 4 ans entre Copé Canada et Copélac, qui est la communauté de pratique en approche écosystémique d'Amérique latine. Et donc, on avait 4 ans de financement pour mener plusieurs études. Et surtout, on a travaillé beaucoup avec les étudiants et étudiantes à leur donner une formation en éco-santé et un mentorat dans leur projet de recherche. Et donc, on a collaboré avec les chercheurs et chercheuses d'Amérique latine qui travaillent en éco-santé depuis des années sur des projets qui touchaient la politique, la formation et la communication. Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus avancés que d'autres? Mais là, je parle en termes d'avoir intégré cette approche beaucoup plus largement pour la société. Ce que je peux dire qui est vrai, c'est que l'approche éco-santé est née au Canada et c'est une tendance qui a resté maintenant 30 ans. Donc, on a toute une banque de recherche qui a déjà été faite et produite en utilisant cette approche-là. On a toute une cohorte d'étudiants au cycle supérieur qui ont gradué en utilisant cette approche-là, qui sont maintenant à des différents postes à travers le Canada et peut-être internationalement. Donc, je dirais que le Canada, c'est vraiment un leader dans ce qui est l'approche écosystémique de la santé et aussi dans des méthodes participatives comme, par exemple, la traduction des connaissances intégrées. C'est un concept qui est très canadien qu'on retrouve dans beaucoup de projets de recherche où il y a vraiment une volonté à échanger des connaissances tout au long du projet de recherche. Ah, bah écoute, ça nous rend bien fiers et je suis vraiment très contente d'entendre ça, d'autant plus que ça m'a vraiment donné le goût d'essayer de voir comment, déjà de me former peut-être, ou de former quelqu'un à l'Université dans la nature à cette approche, parce que je vois complètement, dis-moi si je me trompe, la possibilité de pouvoir utiliser ça pour justement faire ce travail de reconnexion avec la nature, parce que je trouve qu'il y a quelque chose de très efficace. Exactement. Donc, on donne une formation en approche écosystémique de la santé, éco-santé, chaque année en mai. Et cette formation-là, c'est conçu pour des étudiants au cycle supérieur ou bien les professionnels. Il y a 2 façons de prendre cette formation-là. Ça peut être en prenant une série de webinaires, à peu près 8 webinaires, ou bien en suivant un cours complet dans une des 3 universités qui donnent ce cours-là.
Et dans le cours, on fait une survol de l'approche écosystémique de la santé qui est basée sur 6 principes. Et donc, pour les gens qui suivent les webinaires, ils vont voir chacune des 6 principes dans une des webinaires. Et dans le cours, on va aller plus en détail en donnant plus d'exemples. D'habitude, on va sur le terrain, on choisit une étude de cas, on rencontre les gens qui travaillent autour de cet enjeu-là et on va visiter des sites. Cette année, évidemment, c'était un petit peu différent avec la condition de la pandémie. Mais on essaie le plus possible d'utiliser des techniques d'enseignement interactives et qui nous fait sortir sur le terrain, avoir vraiment une expérience commune de l'éco-santé. Toi, en tant que chercheuse, sachant tout ce que tu sais sur cette interaction constante entre l'environnement et la santé, l'environnement et l'humain, point. Comment est-ce que tu vis justement cette pandémie en tant que chercheuse, en tant que personne qui est aussi très impliquée dans la transmission de savoir, en tant qu'activiste? Comment tu vis ça? Premièrement, je pense que je l'aborde à partir de l'empathie. Je pense souvent aux différents populations qui n'ont pas accès à un système médical adéquat en différents pays. Je pense même au sein de notre propre pays, des différents quartiers qui sont touchés plus fortement par la pandémie à cause de leurs conditions de vie, à cause des emplois qu'ils occupent et le peu de soutien qu'ils ont au sein de ces emplois-là. Je pense aussi au fait que les femmes sont plus touchées que les hommes, ici et par ailleurs dans le monde. Et à quoi c'est dû ça, Gina? Tu peux nous dire? Bien, on voit que les femmes sont plus touchées par la crise sanitaire actuelle. Et c'est pas juste moi qui le dis, il y a des recherches qui commencent à démontrer ça parce que partout au monde et aussi chez nous, les femmes sont les personnes qui sont plus responsables pour prendre soin des membres de la famille. Donc, s'il y a quelqu'un touché par la COVID, peut-être un grand-parent, ben, ça va être plus souvent la femme qui va prendre soin, gérer cette maladie-là, même si c'est de l'extérieur. On sait aussi qu'il y a plus de femmes qui ont perdu leur travail que d'hommes quand que les différents secteurs de la société ont temporairement fermé. On sait aussi que pendant que les écoles étaient fermées, c'est surtout les femmes qui prenaient soin des enfants, qui les aidaient avec les devoirs. Et ça, même si les femmes continuaient à travailler, donc il y avait une surcharge sur les femmes. Et ça, on parle d'un travail invisible quand on parle de tous ces actes de travail de gestion que les femmes font à la maison de façon quotidienne. C'est un travail invisible et non rémunéré, souvent non même valorisé. Non valorisé. Les enfants, les femmes, ce sont des avenues qui t'intéressent énormément et je sais que tu fais partie tu es bénévole pour une organisation, tu veux en parler? Bien, moi, ce que j'ai trouvé qui m'a vraiment parlé, c'est un nouveau groupe qui s'appelle Mères au front. Et c'est un groupe de mères et leurs alliés qui s'est mis ensemble pour faire des actions pour convaincre le gouvernement d'agir sur la crise climatique pour s'assurer un avenir sain pour nos enfants. C'est super. Et où est-ce qu'on peut retrouver les informations où tu vas me les envoyer? Est-ce que tu veux que je les mette aussi dans le descriptif pour ceux qui seraient intéressés? Oui. On se trouve sur l'Internet, mais au fond, on a un site web et surtout, l'information passe par Facebook. On est un groupe décentralisé, donc il y a des différents groupes de mères au front à travers le Québec. Et on est toujours intéressé à connaître
des nouvelles mères et leurs alliés qui aimeraient travailler avec nous pour passer le message qu'il faut vraiment, vraiment agir et très rapidement pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour s'assurer un avenir sain pour nos enfants. Mm-hmm. Bon, le pouvoir des mères, moi je n'en doute pas. Je vais aller faire un tour aussi. Alors, on va arriver à la fin de l'émission, ma chère Jenna, bien que j'ai encore plein de questions. Mais je voudrais savoir qu'est-ce que nous, on peut faire. Parce que nous, ici, je pense que ceux qui nous écoutent, d'ailleurs, ont quand même une tendance très activiste. J'ai pu le constater avec les beaux messages que j'ai reçus. Moi, j'aimerais savoir comment ceux qui nous écoutent, et nous y compris, on peut aider à faire progresser cette... pas vraiment l'approche, parce que comme tu dis, elle est là depuis 30 ans, mais qu'on puisse la retrouver là, au niveau de la santé publique, qu'on puisse vraiment en bénéficier plus fort. Bien, je dirais premièrement que nous pouvons tous travailler pour l'environnement dans n'importe quel domaine où on se trouve. Ça prend une volonté, puis cette volonté-là naît d'un amour pour la nature, pour la planète Terre, pour les animaux, les écosystèmes. Et une fois qu'on souhaite vraiment que l'environnement soit sain, on peut trouver des façons dans nos propres métiers pour travailler pour l'environnement. Que ça soit à travers vraiment notre travail ou plus dans le domaine public, en écrivant des lettres, en s'informant, en écoutant des documentaires, en suivant des webinaires, en prenant des cours et en enseignant cet amour pour la nature à nos enfants ou à la prochaine génération, aux jeunes. Même si on est de plus en plus déconnecté parce qu'on vit de plus en plus dans des villes, bien, il y a des programmes comme le vôtre qui nous enseignent comment vraiment nous mettre en contact avec la nature à travers nos 5 sens. Donc, ça, c'est plusieurs façons dans lesquelles on peut vraiment aider à améliorer l'environnement pour le bien-être de notre santé. Si vous voulez vraiment suivre plus de près l'éco-santé, bien, vous pouvez toujours nous suivre sur Twitter. Il y a les autres communautés de pratique aussi à travers le monde que vous pouvez trouver sur l'Internet. Et on a notre série Et on a notre série, c'est là où ça coupait. Oui, et on a notre série de 8 webinaires qui va plus en détail sur les différents aspects de l'éco-santé si ça vous intéresse. D'accord, c'est super. Écoute, merci 1000 fois, Jenna, pour cette conversation. J'ai énormément appris, vraiment, merci. Merci à toi, Amelia. Vous allez retrouver non seulement le lien vers le site de Copé Canada et des articles de Jenna, je vous l'ai promis. Et puis, on aime vraiment que les liens se tissent. Alors, n'hésitez pas à contacter Jenna via le site Internet. Si vous avez des idées de collaboration, si vous voulez suivre des formations, des idées de contribution, n'hésitez pas. Tu es d'accord, Jenna, hein? Je renvoie un peu tout le monde vers toi. Donc, je pense que ça fera vraiment augmenter la puissance de ce qu'on est tous en train d'essayer de faire, qui effectivement, on le fait chacun à notre manière, mais ça va dans la même direction. Écoute, merci encore, merci pour votre écoute à tous. Prenez soin de vous, prenez le temps d'aller dans la nature, même un petit 10 minutes. Allez, tout le monde. Et je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Merci beaucoup, bye bye. Le podcast de l'Université dans la nature. Vous aimez? Partagez,